Comment transmettre la mémoire de la Shoah? Une question qui a bouleversé, qui a préoccupé de nombreux éducateurs. Des jeunes se sont rassemblés cette fois pour pouvoir guider sur les lieux de la tragédie du peuple juif, Auschwitz, mais pas que. Dorot, passeur de mémoire, c'est une espèce de formation qui s'est mise en place à l'initiative de jeunes qui ont souhaité eux aussi mettre leur pierre à l'édifice et passer cette mémoire, transmettre aux plus jeunes générations ce qu'a été l'enfer des Juifs pendant la Shoah, pendant leur extermination dans des lieux, ces lieux tragiques qu'on connaît mal, c'est sûr. Je suis un peu émue de vous parler de ce sujet. Nous avons à notre table, dans l'Ulpan de Tel Aviv, des jeunes qui ont participé à cette formation, 3 mois de formation pour pouvoir parler de la Shoah, pour pouvoir expliquer ces lieux de mémoire. On va commencer par toi, Shirel Di Napoli. Tu as 22 ans, tu es étudiante en communication et tu as tenu, toi qui avais déjà été 3 fois à Auschwitz, à aller suivre cette formation. Exactement. La première fois que j'étais en Pologne, c'était en seconde. J'avais 15 ans, j'avais pas du tout ni la maturité ni le recul pour comprendre la grandeur de ce que je venais de voir. Mais j'avais dans ma tête ces questions de pourquoi, je comprenais pas comment c'était possible que ça se soit passé, que ça soit produit, je n'arrivais pas à comprendre. Alors de moi-même, j'ai fait beaucoup de recherches, j'ai continué à m'intéresser au sujet. Puis en arrivant en Israël, j'ai eu l'occasion de repartir en Madricha, en Pologne, une 2e fois, puis une 3e fois. Et là, j'ai senti que c'était obligatoire pour moi, si j'avais la possibilité, de pouvoir transmettre la Pologne, qu'est-ce qui s'est passé là-bas, la Shoah, comment, pourquoi, expliquer aux jeunes, aux juifs et aux non-juifs, parce que je pense que c'est quand même quelque chose de très très important et dont on ne parle pas assez. Alors on va continuer le tour de table et puis on reviendra à toi, Shirel. Liana Cohen, toi tu as 27 ans, tu fais du droit, du marketing et tu as été déjà une fois à Auschwitz. Ouais. J'ai été à Auschwitz en fait quand j'étais en seconde avec l'école Yavneh. Ouais. Et il faut parler près du micro. Ouais. Et par la suite en fait j'ai commencé à devenir madricha pour Taglit et plusieurs fois par an, donc avec les groupes, j'allais souvent à Yad Vashem, donc avec Shlomo Balzam, à chaque visite et je voulais absolument en apprendre plus en fait, parce que la visite dure 3 heures et j'avais besoin d'en savoir plus. Donc quand j'ai entendu parler de Dorot, j'ai vraiment pensé que ça pouvait être très intéressant en fait au niveau culturel d'en apprendre beaucoup plus, parce que on n'a pas vraiment cette culture-là. Et ni à l'école, ni après l'université, d'approfondir en fait. Voilà, okay. De savoir beaucoup plus. Donc, ok. Avraham Lemel, toi tu as 32 ans, tu t'occupes bien sûr en Israël des institutions LEV. Pourquoi tu as voulu participer à cette formation? Tu t'étais aussi rendu à Auschwitz une fois. Alors, personnellement, la rencontre, on va dire, avec la Shoah n'est pas quelque chose qui est arrivé à travers mon voyage à Auschwitz. On a été biberonné à ça, bien évidemment pas intentionnellement et de façon lourde, mais ce qui est sûr, c'est qu'à travers l'histoire de famille, eh bien, on a été confronté à cela depuis petit. Et à part cela, l'histoire, c'est quelque chose qui me passionne. Je pense qu'aujourd'hui, dans le monde actuel, on est en train de revivre les mêmes événements, de revivre les mêmes situations, et de revivre peut-être surtout les mêmes processus qui ont été mis en place. À mon sens... Tu parles de l'Europe ? Je parle de façon très générale, on pourrait rentrer dans des exemples particuliers, mais je pense qu'il y a un processus général qui est en train de s'installer, de négation de l'histoire, de transformation de la vérité, etc., etc. Et je pense que c'est particulièrement intéressant de pouvoir, à travers les détails, à travers cette formation entre autres, avoir la possibilité de pouvoir comprendre cela de façon bien plus profonde et pouvoir réussir à avoir une vision, différente. Et peut-être avec un petit peu plus de recul et plus large de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ça, c'est la raison essentielle pour laquelle tu as participé à cette formation. Alors toi, Avishai Cohen, tu as 26 ans, tu as déjà aussi été une fois à Auschwitz, tu travailles dans la publicité, dans une agence de pub israélienne. Pourquoi tu as tenu à suivre ces cours ? La première chose, c'est que moi, c'est un voyage qui m'a marqué et qui a eu énormément d'influence sur ma vie ensuite. C'est-à-dire c'est en Pologne que j'ai décidé de faire l'armée, de venir en Israël. Et aussi, la deuxième chose, c'est que je pense qu'on est un peu la dernière génération ici autour de cette table à connaître des survivants. Et on est la dernière, on va être un peu le maillon qui va
qui va un peu joindre les survivants et témoins des témoins. On va être les témoins des témoins, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 3 mois? Parce que 3 mois de formation, même une fois par semaine, c'est long. Qu'est-ce que vous avez appris? Qu'est-ce que vous avez retenu de cette formation? Parce que c'est le dernier jour aujourd'hui, c'est la fin. Alors, dans cette formation, déjà, on a eu 3 intervenants exceptionnels. On a eu Eric Kendel, Shlomo Balsam et Michael Gambrasny. Chacun, à leur niveau, ils nous ont expliqué la Shoah en long, en large, en travers. Ça veut dire quand on parle de la Shoah, on croit que c'est Auschwitz et c'est tout. Mais il y a énormément de choses. Il y a l'avant, après, comment ça s'est passé, ce qu'il y a eu. Et ce que je retiens de ce cours, c'est tout ce qui est le processus d'humanisation de la Shoah, à quel point c'est important de raconter les histoires des personnages et pas l'histoire avec un grand H. C'est comme ça que, à mon avis, c'est la meilleure façon de transmettre. C'est d'humaniser la Shoah. Ça veut dire de ne pas citer que des grands noms. Pas des dates, pas des lieux. Raconter que c'était des gens qui, comme nous, qui ont eu des histoires, qui ont fait des grandes choses, qu'il faut se rappeler de leur nom et que c'est grâce à eux, je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on est un peuple juif vivant sur notre terre en Israël, qu'on est encore debout après avoir perdu 6 millions de personnes. Et je trouve que c'est très important cet aspect d'imagination de la Shoah. Yana. Non, comme elle dit Chirel, en fait, c'est vraiment une question d'humanisation. Genre, au bout de 3 mois, on apprend vraiment énormément de choses au niveau historique, même si on connaissait beaucoup les dates et beaucoup les lieux. Et puis, surtout, en fait, on a eu la possibilité de rencontrer, en fait, 3 survivants, mais qui avaient des histoires très différentes. Et donc, ça permet de comprendre, en fait, leur point de vue et d'en apprendre plus et aussi de passer leur histoire. Donc, l'idée, c'est vraiment... on a vraiment appris en fait de chaque côté, en fait d'un côté plutôt éducatif, d'un côté plutôt sentimental avec Shlomo, et avec Michael on a plutôt appris en fait le côté guide et vraiment l'essentiel en fait, en allant en sachant comment est-ce qu'on allait guider et c'est ça, il faut savoir comment faire. Alors justement, vous tous qui avez déjà été à Auschwitz, est-ce que lorsque vous allez retourner pour guider des gens, vous sentez d'ores et déjà que vous n'aurez plus du tout la même approche? C'est évident. Quand on est, on nous a bien précisé que la formation, quand on est guide, c'est aussi d'avoir un rôle d'éducateur. Et on doit aussi inviter chaque personne, c'est ce que nous a permis de faire cette formation, en tout cas pour nous en premier lieu, de nous poser des questions qu'on s'était peut-être pas posées avant, d'essayer d'avoir un maximum de perspectives, d'essayer d'avoir un maximum d'éléments et d'apporter un maximum d'éléments à tout le monde, parce que c'est un sujet sur lequel beaucoup se posent d'énormes questions existentielles en fait. Je pense qu'on a tous eu une fois dans notre vie, quand on s'est penché sur le sujet, ces questions, on n'arrivait pas à s'endormir, on n'arrivait pas à comprendre comment, du pourquoi, où ça commence. Et en fait, ça nous permet d'avoir beaucoup d'éléments et d'analyser ça un peu plus peut-être sereinement et de mieux comprendre notre passé. Et je pense que c'est très très important de connaître bien son passé, parce que sinon, je crois que c'est Galadon qui avait dit qu'on n'avait pas inventé l'avenir. Vous avez parlé tous d'éducation, de transmission, de mémoire. Est-ce que vous avez parlé forcément, parce que tu parlais des questions existentielles, de Dieu, et là je me tourne vers, pourquoi pas vers Abraham, est-ce qu'il y a des questions comme ça qui sont montées pendant cette formation? J'imagine que oui. Alors, je pense que cette formation, personnellement, ce qu'elle m'a surtout appris, c'est de savoir à quel point on ne savait pas et à quel point il y a encore beaucoup à apprendre, et qu'avec toute formation que ça peut être, il y a encore énormément à faire. J'imagine que si certaines personnes ont consacré leur vie entière à étudier et à approfondir la Shoah, il y a encore beaucoup à faire. Personnellement, quand on parle, oui, bien évidemment, on a abordé les questions de Dieu, et je pense surtout qu'une des choses importantes quand on va en Pologne, c'est un petit peu à l'image de ce que, lorsque le prophète est en train de pleurer sur les pierres de Jérusalem, personne qui passe autour se demande comment on peut pleurer sur des pierres. A priori, nous sommes des personnes que très spirituelles et qui ne vont pas s'attacher à quelque chose d'extrêmement physique comme des pierres. Eh bien, peut-être que l'histoire de la Pologne est l'histoire d'un moment dans lequel le peuple juif s'est retrouvé dans toute sa, on pourrait pas dire défaite parce qu'il n'y a pas eu une bataille, mais on va dire dans toute sa tragédie. Dans cette tragédie de la façon la plus exprimée qui puisse être, eh bien, connaître son histoire, c'est surtout avoir la possibilité de pouvoir, je m'excuse du terme, mais en être fier. En être fier, c'est-à-dire avoir la possibilité de pouvoir puiser à l'intérieur pour pouvoir se reconstruire. Pour pouvoir puiser à l'intérieur, pour pouvoir prendre conscience comment est-ce qu'un peuple qui a passé cela a la possibilité de pouvoir se reconstruire, a la possibilité de pouvoir être présent aujourd'hui. Et parmi les messages dont on est en train de parler effectivement comme éducateur ou autre,
À mon sens, ça fait partie des messages essentiels en Pologne. Peut-être ne pas essayer de vouloir utiliser cela comme un élément destructeur, mais peut-être utiliser toute cette histoire et tout ce passé, et toute cette complexité comme un élément qui va nous construire et peut-être nous demander comment avancer dans notre existence et être là aujourd'hui, être vivant. Alors en Israël, il y a beaucoup de gens qui parlent parfois qu'on parle trop de la Shoah, qui expliquent qu'on parle trop de la Shoah, que ça y est, qu'il faut passer à autre chose, etc. Comment vous vivez ça? Vous qui êtes un groupe de jeunes, en fait vous étiez une trentaine de jeunes entre, on va dire 20, 22 ans, je crois que vous étiez la plus jeune du groupe et 30 et plus. Comment... je suis pas le plus vieux. On n'est pas le plus vieux. Comment vous prenez ça? Qu'est-ce que ça vous fait? Yana? Alors, moi personnellement, je pense qu'on n'en parle pas forcément assez. C'est-à-dire que, comme Shail l'a dit, on est quand même une des dernières générations à pouvoir connaître des survivants et à avoir fait le voyage ou à avoir un certain intérêt. On se sent une responsabilité supplémentaire. Voilà. Bien sûr. Ouais. Et surtout, je pense que les générations suivantes, elles ont pas forcément un intérêt très profond pour la chose, ou elles ont pas envie de connaître, ou elles veulent laisser ça derrière. Et en Israël, oui, c'est vraiment quelque chose où on se dit, oui, la Shoah, c'est le côté victime en fait du peuple juif, c'est le côté tragédie du peuple juif, et on a envie d'avancer, on est fiers de nous, on a une armée, on peut se défendre désormais, mais vraiment il faut, moi personnellement, je pense que ce côté-là, justement, ça nous permet d'avancer. Ça veut dire qu'on était à un point A, maintenant on a un point B. Alors, pourquoi pas se rappeler en fait de ce qu'on était pour pouvoir avancer ensuite. Pour moi, c'est plutôt une motivation. Permettre de connaître l'histoire, ça nous permet d'avancer. Donc, vous avez tous des points communs dans ce groupe, parce que chacun a bien sûr une motivation différente pour suivre ce genre de formation, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui vous rassemble, à part le fait d'être juif, bien sûr? Je pense la transmission. La transmission. La transmission, et peut-être qu'à travers la transmission, se demander quand on parle d'histoire, est-ce qu'on en parle plus ou on n'en parle pas assez, on en parle trop? Ou est-ce qu'on en parle mal? Parce que c'est facile de parler de la Shoah, mais il faut savoir comment parler de la Shoah. Je suis la première à dire qu'il ne faut pas vivre dans le passé, il ne faut pas pleurer sur la Shoah et dire on a souffert, les juifs, les pauvres. Au contraire, je pense qu'il faut beaucoup plus mettre en relief l'aspect, comme a dit Abraham, d'après la Shoah, de comment on a au sens premier du terme, comment on est arrivé là, on renaît de nos cendres, ouais. et comment, à travers la Shoah, on n'était pas que des victimes. Il faut savoir qu'il y avait énormément d'actes de révolte, énormément d'actes de soulèvement qui sont passés sous silence, à l'abattoir, qui sont passés sous silence dans la grande histoire. Exactement. On s'en souvient pas. Il faut pas que les gens pensent que les Juifs sont des victimes, que les Juifs se plaignent, les pauvres. Non, les Juifs se sont battus, les Juifs sont encore là aujourd'hui, malgré cette chose qu'on a vécue, ce drame que l'humanité a vécu. On est encore là, et que, comme je disais, je pense qu'on raconte mal la Shoah. Ça veut dire, je suis personne, j'ai que 22 ans, je ne suis pas encore éducatrice à proprement parler, mais je pense qu'il y a d'autres façons de raconter la Shoah qui pourraient plus toucher et que les gens pourraient plus comprendre. Est-ce que vous avez envie de faire un autre projet ensemble, à part aller guider en Pologne? Bon, ça c'était la motivation de ce groupe, mais est-ce que le fait d'avoir pris conscience que vous êtes la dernière génération, la génération tampon entre les survivants et puis puis ceux qui viendront derrière vous, est-ce que vous avez envie de faire quelque chose ensemble? Déjà, on va essayer de finir ce projet-là et on verra, pourquoi pas. Je sais pas, moi j'ai rien de spécial en tête. Qu'est-ce qui t'a donné envie à toi de faire l'armée? Spécifiquement là-bas. Spécifiquement, on a vu beaucoup de choses et on a fini par Varsovie. Et moi, bizarrement, c'est pas les camps et tout ce qui est le plus dur à voir. C'est notre guide, un des guides qui nous a fait la formation, Michael. Il nous avait lu le testament de Mordechai Anielewitch. Et moi, tous les ans, j'allais rue Mordechai Anielewitch chez ma tante en Israël passer mes vacances. J'ai jamais su qui était ce monsieur. Et en fait, il nous raconte que c'était le chef de la révolte. Qu'il avait 18 ans. Du ghetto de Varsovie, et exactement qu'il a, je crois, 18 ou 20 ans. Enfin bref, il a la vingtaine, et c'est lui qui dirige la révolte de Varsovie. Ils tiennent 3 semaines face aux nazis. Et moi, quand j'entends ça, j'ai 17 ans, je prends une claque dans ma tête et je me dis, j'ai une armée, j'ai rien qu'à signer sur un papier, et moi je peux le faire. Donc ça m'a fait comprendre en fait que on peut tout faire, et que en final c'est des hommes comme vous et moi qui font les choses, et c'est pas le super héros avec la cape rouge qui débarque,
C'est toi, moi, nous, voilà. On décide de faire un truc, alors on le fait. Est-ce que cette formation vous a fait prendre conscience, s'il en était besoin, de la dimension de peuple, et non pas seulement de religion juive ? On peut parler directement des participants. On vient de milieux totalement différents. On n'a pas les mêmes centres d'intérêt, on n'a pas les mêmes niveaux de religion, on n'a pas le même sionisme. Et pourtant, on a une chose qui nous unit. On se sent, comme vous parlez de peuple. C'est évident que quand on apprend des choses comme ça sur la Shoah, qu'on se rend compte que dans les chambres à gaz, il n'y avait pas de différence. Qui venait d'où ? Qui venait de quoi ? Est-ce que t'es Ashkenaz ? Est-ce que t'es Sfarad ? Est-ce que tous les juifs étaient tués, tous, sans exception. Et on se rend compte qu'aujourd'hui, être juif, n'importe quel juif, c'est une énorme fierté, qu'on a énormément de chance et qu'il faut s'en rendre compte encore plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vous aura apporté personnellement, Abraham ? On peut dire que déjà, suite à cette formation, ce qui est sûr, c'est que toutes les histoires de la famille, j'ai voulu un petit peu quand même replonger, mettre un petit peu d'ordre dans tout ce qu'on a entendu de façon éparse. Avec beaucoup de diplomatie. On connaissait, on avait entendu, non pas du tout, j'étais très intéressé, mais on va dire que c'était pas ordonné, chaque chose à sa place, on a entendu plein d'histoires, des moments différents de la part des grands-parents. Qui a été déporté c'était pas déporté, mais caché effectivement, déporté aussi bien évidemment, parmi mes grands-parents non, ouais. Voilà aujourd'hui, mais de leur famille évidemment, que ce soit les frères de mon grand-père, la famille de ma grand-mère de l'autre côté, etc. C'est évident que oui. Maintenant, je pense que personnellement, ce que ça m'a surtout apporté, cette formation, c'est une réflexion de plus sur la raison pour laquelle on devrait apprendre l'histoire. Quand on parle d'apprendre plus ou d'apprendre moins l'histoire, la vraie question, c'est que je me demande pourquoi est-ce qu'on apprend l'histoire. Pourquoi est-ce qu'on apprend l'histoire ? C'est à quoi ça me sert et qu'est-ce que je vais en faire ? C'est-à-dire, si c'est pour être une encyclopédie, alors qui va marcher, je pourrais avoir énormément de connaissances, c'est intéressant, c'est positif, c'est peut-être mieux que de lire du Mickey Parade. Mais en dehors de ça, ce que je vais me demander, c'est, au final, une fois que j'ai ce bagage, comment est-ce que je l'utilise ? Qu'est-ce que je fais avec ? Et dans le rôle d'éducateur, je pense qu'il y a aussi énormément d'humilité qui a besoin d'être présente. Dans toutes les questions, dans toutes les réponses, et peut-être prendre la proportion de ce qu'on est. Particulièrement vis-à-vis de personnes aussi grandes que ceux qui ont été, que ce soit les victimes ou les survivants de la Shoah. On sait bien sûr qu'en Israël il y a des survivants qui vivent dans des conditions dramatiques. Est-ce que évidemment ça vous touche, ça c'est clair, mais ça vous révolte? Est-ce que vous aimeriez faire quelque chose pour eux? Est-ce que vous faites des choses pour eux? Ou vous comptez faire quelque chose pour ça? Moi personnellement, ça me révolte parce que d'un côté ils ont quand même vécu des choses atroces et pour autant ils sont un peu laissés de côté. Même si Israël les aide, on va dire que c'est pas forcément au meilleur de la situation. Après, moi, personnellement, il y a une association qui s'appelle Adopt Savta et ils organisent énormément en fait de petits événements de bénévolat, etc. Donc, c'est des jeunes qui vont s'occuper des survivants de la Shoah, en fait. C'est un parrainage, en fait. Donc, à travers l'association, en fait, on s'occupe en fait d'une personne et on essaie, on discute avec elle, on apprend avec elle. On va la voir une fois par semaine à peu près. C'est ça, à peu près, ouais. Et puis, ça devient un lien, en fait, Savta. Avec une... Ouais, c'est ça. Ça devient une vraie Savta. Ouais. Donc, ouais. Tu as déjà commencé? Je me suis déjà renseignée parce que j'avais déjà fait pas mal de bénévolat en fait avec Taglit dans cette association et donc depuis que je suis en Israël, j'ai envie vraiment de le faire. Ok. Ça te branche, Avishai? T'aimerais faire ça? On s'est inscrit, on nous a distribué des formulaires il y a 2 semaines et moi je me suis inscrit justement pour aider les personnes âgées et on verra comment ça se goupille là, avec les semaines qui arrivent. Alors, il y a une chose qui est très frappante quand on a, je ne sais pas si c'est la réaction que vous avez eue quand vous avez parlé avec ces survivants de la Shoah, c'est que ce sont des gens, quoi qu'ils aient vécu, de n'importe quel milieu qu'ils viennent, qui sont empreints d'une humanité exceptionnelle, d'une ouverture d'esprit et d'une humanité, c'est assez frappant. Est-ce que ça vous a sauté aux yeux? Est-ce que ça vous a touché? Parce que... Vas-y, Avishai. Avishai, vas-y. Non, moi j'aime bien lire les biographies, donc j'ai lu pas mal de biographies de rescapés de la Shoah, on en a rencontré quelques-uns, j'en ai dans ma famille aussi, et moi ce qui me marque toujours c'est en fait
ils sont vivants, mais plus que tout le monde. C'est Ça, impressionnant. exactement, c'est incroyable. Et chaque personne, chacun, c'est une leçon de vie à part entière. Non. Et 1000 fois dans ma vie, j'ai repensé à tel livre que j'ai lu de telle personne. Ça peut être quelqu'un qui habite en Israël, ça peut être quelqu'un qui est en Australie ou mon grand-oncle au Canada. Et à chaque fois, je me dis, mais comment c'est possible? J'aimerais avoir 10% de cette force-là pour ma vie à moi, je suis sûr que tout ira bien. Exactement. Je pense que ce qu'on peut, en lisant ces biographies, c'est de se dire, est-ce que j'ai véritablement besoin d'attendre d'être tellement face à la mort pour pouvoir prendre conscience de l'importance et de l'intensité de la vie. C'est-à-dire que ces personnes qui ont été effectivement confrontées à la mort et à toutes les atrocités que ce monde peut contenir, eh bien, je pense qu'automatiquement, ça peut créer chez eux une certaine forme d'attache extrêmement particulière à la vie. Et j'ose espérer qu'on n'ait pas besoin de devoir être confronté à cela pour pouvoir aller approfondir et profiter pleinement de la dimension entière et extrêmement profonde de ce que ça veut dire vivre. Alors, puisque on va finir cette émission et que vous parlez de transmission, de littérature, de livres, que vous vous destinez à être guide, à vous aussi transmettre, on va finir par peut-être le conseil d'un livre que vous avez lu qui vous a marqué pour d'autres, qui n'auront pas la chance, ou en tout cas qui ne peuvent pas aller en Pologne pour l'instant. Je ne sais pas si c'est une chance, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais en tout cas qui n'iront pas pour le moment. Est-ce que vous avez des livres à conseiller ? Il y en a tellement. Il y en a tellement. On peut parler un chacun. On peut parler. Moi, encore une fois, j'aime bien parler du côté positif et de l'après-Shoah. Moi, j'ai lu le livre de Lila Birenbaum qu'on a rencontré. C'est une petite madame de 83 ans, hyper souriante, super agréable, qui raconte son histoire avec un. Je peux même pas vous expliquer en fait. Il faut lire son livre. Son livre s'appelle L'espoir ne meurt jamais, où elle explique qu'est-ce qu'elle a vécu. Elle avait 14 ans. C'était une jeune fille qui a vécu les camps, qui a vécu le ghetto, qui a vécu Majdanek, qui a vécu Auschwitz. Elle avait 14 ans, elle s'en est sortie. Aujourd'hui, elle a des enfants et des petits-enfants. Et elle, quand on lui pose la question, Alina, comment t'as vécu autant d'années dans des camps ? À quoi tu pensais ? Elle répond juste, je voulais vivre. Et c'est cette personne, ce livre-là m'a donné énormément de force pour ma vie, à moi. Et je le conseille. Il y a énormément de livres à lire, à conseiller, mais celui-ci particulièrement, ce côté positif et de l'espoir, il m'a énormément touchée. Avishai. Le livre de Viktor Frankl, Donner un sens à sa vie. C'est un livre, moi, qui m'a marqué, parce qu'il a tout perdu dans un camp, sa famille, ses écrits, et toutes ses théories. C'est un psychiatre, en fait, et il a dû tout réécrire après la guerre, et en fait, c'est fou de voir comment, avec des fois, en état d'esprit, on peut réussir à tout affronter, et juste trouver un sens à sa vie, en fait, et trouver un sens, des fois, à ses souffrances, aussi dures soient-elles. Et ça, c'est une grande leçon d'humilité, une grande leçon de vie quand on lit son livre. Ça se dévore, en plus. J'allais donner le même, en fait, mais après, il y en a un second aussi, c'est Mémoires du ghetto de Varsovie, qui se lit aussi très rapidement. Très important à lire. Ouais. Et en fait, on prend vraiment toute l'ampleur de la chose. En tout cas, à Varsovie, par rapport au ghetto. Il y a eu le ghetto aussi. Et donc c'est vraiment un des livres que j'ai beaucoup apprécié. Vraiment beaucoup apprécié. On va finir avec toi, Abraham. On est à Tel Aviv, parmi effectivement le choix extrêmement large. On va faire dans le classique, puisque Tel Aviv, avec celui qui est devenu le grand rabbin de Tel Aviv, le grand rabbin d'Israël, renouveau le grand rabbin de Tel Aviv. Loulek. Je parlerai de Loulek parce que, en dehors de la personne, qui est une personne que j'apprécie particulièrement, d'ailleurs, comme toute la population, toute personne qui a été en contact avec cet homme, c'est aussi surtout l'expression de la grandeur du juif qui répond à la destruction par la construction. Exactement. Qui répond au vide par la capacité de pouvoir réussir à se soulever et à créer des nouvelles générations. Et c'est, je pense, la plus belle des réponses que le peuple juif peut donner. En tout cas, je crois que vous avez fait le plus beau des témoignages en ce jour de commémoration de la Shoah. Vraiment, merci d'être venu, d'avoir partagé vos émotions, de rien, et bravo à vous. Vous êtes engagés pendant 3 mois. J'espère que vous guiderez, vous ferez plein de choses, vous transmettrez, vous ferez encore beaucoup de projets. Je vous le souhaite. Merci. Merci beaucoup. À bientôt. Oui.